Catherine et les siens ont dû fuir Paris et se sont réfugiés en Bourgogne. À Bruges, elle séduit le duc Philippe. Mais, au hasard d'un chemin, elle rencontre Arnaud de Montsalvi, capitaine Armagnac, et en tombe amoureuse. Ensemble, ils vivront le martyre de Jeanne d'Arc, au cours duquel leur amour éclate. Mais, trahi par Gilles de Rais, qui convoite Catherine, Arnaud tombe aux mains de La Trémouille, le favori du roi. Heureusement, Barnabé et Xaintrailles parviennent à l'arracher à sa prison et le ramènent chez Jacques Coeur, où il retrouve Catherine, qu'il épouse la nuit de Noël. Poursuivi par les gens de La Trémouille, le jeune couple part chercher refuge à Montsalvi. Hélas, à l'arrivée, c'est le désastre. Au nom du roi, La Trémouille a fait ravager le château familial. Après avoir retrouvé Dame Isabelle, la mère d'Arnaud, et Marie, sa cousine, Catherine s'aperçoit qu'elle est enceinte pour le plus grand bonheur d'Arnaud. Marie, qui aime son cousin depuis l'enfance, choisit de se tuer, par désespoir. Mais un soir, en plein bonheur, Arnaud, soudain, s'éloigne de Catherine. Non sans peine, celle-ci apprend la vérité. Arnaud est atteint de la lèpre. Selon la loi, il doit s'enterrer vivant dans une maladrerie. Mes frères, à qui ai-je l'honneur? Mais qu'est-ce que... Mais... Je suis très honoré d'accueillir un envoyé extraordinaire de notre sire, le roi de France. Que Dieu garde. Est-ce ma modeste personne qui est l'objet de votre visite? Je suis certes ravi d'avoir cette occasion de faire la connaissance d'un capitaine dont les exploits sont célèbres dans tout le royaume. Seigneur Rodrigue, et même au-delà. Mais à vrai dire, non. Ce n'est point vous qui êtes l'objet de mon voyage. Quelle déception. Le roi me néglige depuis quelque temps. Il me trouve trop oisif, peut-être. Ah non, non, non. Non, au contraire. Le roi estime que vous avez bien droit à quelques repos. Après tout le mal que vous vous êtes donné à son service. Justement, je me sens d'humeur à reprendre la route. C'est ma vraie vocation. Verdad. Mais peut-on connaître le but de votre mission? Je vais inspecter la forteresse de Carla. Carla? Mais n'est-ce point dans ce château que vit recluse l'ancienne comtesse de Montsalvi? Précisément. Le roi s'intéresse à la comtesse. Le roi s'intéresse à tous ces sujets. Surtout à ceux qui pourraient montrer du goût pour la sédition, comme le comte Arnaud de Montsalvi avant sa mort. Il n'est pas mort, il est lépreux. Oh, c'est du pareil au même. Connaissez-vous bien la comtesse, mon frère? Je l'ai connue, jadis. Est-elle aussi belle qu'on le prétend? Elle l'était. À dire la vérité, et en oubliant l'habit que je porte, c'est la plus jolie femme que j'ai jamais rencontrée.
Et elle vit recluse dans ce nid à corneilles de Carla avec un mari qui s'en va en morceaux dans une maladrerie. Miguel a raison. Les femmes belles et qui ont du caractère ne sont pas si nombreuses dans ce pays. En voir une gâcher ainsi ses plus belles années dans la solitude et l'abstinence, c'est un crève-cœur pour un véritable hidalgo. Voulez-vous le lui dire de ma part, mon frère, lorsque vous la verrez? Vous confiez là une étrange ambassade à un digne ecclésiastique, Seigneur Rodrigue. Mais enfin, je vous promets de m'en acquitter de mon mieux. Si vous parvenez à la convaincre, vous aurez droit à ma reconnaissance. Et à ma plus tendre amitié. Messie Rivin, pensif, chemine à travers la forêt profonde. Soudain, il ouït sous la futaie un cri très fort et douloureux. Il se dirige vers l'endroit d'où semble provenir le cri. Et quand il est au cœur du bois, il voit un lion dans un fourré. Un hideux serpent la saisit par la queue et lui dévore les flancs d'un jet de flammes ardentes. Mais Sirivin ne considère qu'un bref instant cette merveille, et en lui-même il tient conseil. Lequel des deux faut-il aider? Le lion. Au lion je porterai secours, car le serpent est un félon qui ne mérite qu'on l'épargne. C'est un animal venimeux, dont la gueule crache du feu, tant il est plein de félonie. Bien dit. Le chevalier Yvan a bien parlé. Bon, maintenant, il faut aller dormir. Le chevalier au lion allait toujours dormir un bon moment après déjeuner. Viens vite. Moi aussi, j'ai hâte de savoir ce que Messie Rivin a fait de ce serpent. Ma belle-fille n'est pas encore de retour. Non, dame Isabelle. Pauvre Catherine. Elle aime mon fils comme au premier jour, malgré la malédiction qui s'est abattue sur lui. Mais je crains que ces promenades incessantes vers la maladrerie ne leur causent plus de mal que de bien, à lui comme à elle. Vous voudriez donc qu'elle oublie, Messire Arnaud? Certes non. Mais quelle épreuve Dieu leur inflige, mon bon Kennedy. Ils sont si jeunes encore, l'un et l'autre, si beaux. Leur amour est comme un trésor sans prix qu'ils sont condamnés à admirer sans y toucher. Est-ce juste? Il ne faut point douter de la justice de Dieu, dame Isabelle. Les voyages de dame Catherine à la maladrerie me tracassent moi aussi, mais pour une autre raison. Le sire de Longchamp l'accompagne et saurait la défendre, bien sûr. Mais notre chapelain m'a rapporté qu'on avait aperçu de vilaines figures hier soir autour du village. Qu'est-ce que cela signifie? Les chiens du chacal de Castille ne sont qu'à quelques lieues de nous. Et il y a longtemps que ce scélérat de Villandrado n'a pas fait parler de lui. Vous craignez son réveil? Les routiers ne sont pas des gens à rester en place pour cultiver la terre ou garder les moutons. Aussi, je serais plus rassuré si dame Catherine renonçait à ses visites à Messire Arnaud. Pour un temps. Pas plus loin, Fortuna. Porteur, monsieur Arnaud. Si je pouvais prendre votre mal et qu'il vous quitte, je le ferais avec joie. Tu es un brave homme, Fortuna. Mais c'est à moi que Dieu a donné la lèpre pour me punir de mes fautes. Faute, Seigneur. D'autres en ont commises de 1000 fois pires que les vôtres.
Et leur peau est aussi nette que celle de nouveau-né. Allons, tais-toi. Chacun ici-bas doit accepter le sort que le Créateur lui a signé. Je te remercie pour tes bontés envers mes frères et envers moi. Que m'as-tu apporté aujourd'hui? Du fromage de chèvre, du fromage de vache, du pain blanc et du vin de champ turc. Merci. Éloigne-toi. C'est pour vous que je l'ai apporté, monsieur Arnaud. Si vous partagez avec ces gueux-là, ils ne vous en laisseront pas une miette. Ce sont des malheureux, Fortuna. Des malheureux que leurs familles ont abandonnés dès le jour où le mal les a touchés. Ta visite est pour eux autant que pour moi. Tous. Allez, viens, petite. Il t'a vu. Et ce bon Fortuna lui a parlé. Pour les autres, il n'y a plus rien, mais lui, il sait qu'il y a de l'amour pour lui quelque part dans le monde. Allez, viens, viens. Avez-vous pu voir si le mal a fait des progrès? Bon, j'en ai pas l'impression. Le visage est intact, les mains aussi. Il marche comme un homme en parfaite santé. Il parle et se conduit comme un vrai moine. Il affectionne ce brave soldat de la garnison qui fait le chemin à pied chaque dimanche pour lui porter quelques provisions. C'est admirable. Ah, décidément, il faut le malheur pour que la beauté sorte des âmes et qu'elle éclate au soleil. Messire Kennedy souhaite que vous renonciez à vos voyages à la maladrerie, Catherine. De quoi se mêle-t-il? Je me suis mal exprimée. Il souhaite que vous les interrompiez pendant quelque temps. Et pour quelle raison? On a vu les inconnus rôder autour du village et de la forteresse. Je me suis renseignée. Je pensais que c'était des tziganes, peut-être. Mais non. À ce que rapportent les paysans, il y a des gens qui parlent espagnol parmi ces vagabonds. Des hommes de Villandrado? C'est ce que craint Kennedy. Il se trompe, sûrement. Catherine, le capitaine a toujours été de bons conseils depuis qu'il gouverne cette forteresse. Eh bien, s'il craint pour moi qu'il me donne une escorte. Chaque fois que je sors de Carla. Mais pour rien au monde, je ne renoncerai à rendre visite à mon mari. Allez-t'en, ma mère. S'il cesse de me voir, c'est aussi vous qui disparaissez à ses yeux. Et son fils. Il reste Dieu, petite. C'est toi qui parles de Dieu, mécréant? Mais pourquoi pas? On dit bien dans les églises que les mécréants qui se convertissent sont mieux vus là-haut que les mauvais chrétiens. Dame Isabelle, Dame Catherine, vous avez une visite. Il paraît qu'il s'agit de... Il s'agit d'un humble moine du Mont-Beuvray, pour vous servir, noble dame. Allez, encore un petit coup, tiens-nous. Oh là, oh. Doucement, mon fils, doucement. J'en ai ma suffisance. Davantage serait intempérance. Je pense bien. Quand on rechigne à lever le coude, on ne se met pas moine au Mont-Beuvray. Ma sœur, vous n'êtes pas la première à nous faire cette observation. Et je vous prie de croire qu'il y a beau temps qu'elle ne touche plus personne dans notre communauté. À part ça, il est passable. Ah bah, il ferait beau voir que t'es l'estomac affermé en plein cœur de l'Auvergne, que le vin de champ turc ne vaut rien. Rendez-vous compte, mon frère, même les Écossais ont dû s'y mettre. Au reste, il n'est pas pour nous déplaire.
Nous aimons des boissons sévères et ce vin-là l'est davantage que ceux de la Loire, auquel le séjour auprès du roi nous avait habitués. Hélas, il ne reste pas un flacon de bon vin à tirer sur les bords de la Loire, capitaine. L'infâme La Trémouille et ses tristes acolytes ont tout raflé. Par Saint-Gervais et Saint-Eustache, ce gros veau est encore à l'engrais? Il engraisse, et s'engraisse plus que jamais, à mesure que les honnêtes gens maigrissent autour de lui. Et le roi n'en est pas encore lassé? Le roi est un homme fort intelligent, madame, mais on croirait parfois qu'il ne peut se résoudre à sortir de l'enfance. Une chose est certaine, hormis le roi, tout ce qu'il y a de bien né en France souhaite la disparition du grand chambellan. La disparition, tu veux dire... quick? Pas obligatoirement quick. Une mesure d'éloignement, de bannissement à vie, serait fort bien vue. Cependant, vous dites que le roi reste entiché de ce misérable. C'est plutôt que ce misérable tient le roi si bien enveloppé dans ses fils que notre sire ne songe même plus à s'en dépêtrer. Une action résolue contre la Trémouille serait pour le roi, j'en suis sûr, une manière de bénédiction. Mais il n'en prendra jamais l'initiative. C'est l'objet du périlleux voyage que j'ai entrepris pour vous rejoindre, Dame Catherine. Que voulez-vous dire? Serait-ce la reine Yolande? Qui m'envoie auprès de vous, oui. Une fois de plus. Que peut-elle bien attendre de moi? Elle m'a chargé de vous rapporter ses propres paroles, madame. Et les voici. Rien ne peut apaiser une douleur comparable à celle qu'endure la comtesse de Montsalvi, mais la vengeance peut être un soulagement dans certaines souffrances extrêmes. Allez me quérir la comtesse et rappelez-lui qu'elle n'a jamais cessé d'appartenir au cercle de mesdames. Dit-elle donc que les Montsalvi sont bannis? Déclarés traîtres et félons? Qu'il leur faut être morts ou lépreux pour échapper au prévôt royal? La reine Yolande ne tient aucun compte de l'arrêt prononcé contre vous. Au contraire, elle estime que vous apparaîtrez aux yeux des conjurés comme un vivant témoin des abus monstrueux que la Trémouille commet au nom du roi. Leur détermination contre lui en sera renforcée. Voilà ce que je devais vous dire, Dame Catherine. Que répondrez-vous à la reine? Dites-lui que je n'abandonnerai jamais mon mari, ni mon fils. Mon frère, aurons-nous le bonheur d'entendre la messe demain matin dans notre chapelle? Bien entendu, madame. Quand vous l'aurez dite, je vous demanderai un entretien en particulier. Je suis à vos ordres. Bonne nuit. Cette messe, je te la servirai si tu veux bien. Oh, mais avec joie. Et puis, bien, je te demanderai moi aussi un entretien en particulier. Tu me comprends? Tu veux que je t'entende en confession? Mais si ça te dérange pas, on s'y prendra très tôt avant la messe. Parce que j'ai beaucoup de choses à te raconter. Habillez-vous vite, messire Rivain. Le seigneur de Longchamp vous attend dans la cour avec votre destrier et votre lion pour aller à la guerre. Je vais la guerre, maman. Ne sois pas trop long, mon amour. Puis-je vous parler un instant, Catherine? Bien sûr, ma mère. J'ai pensé toute la nuit au message que vous envoie la reine Yolande. Et je viens d'en parler un instant avec frère Étienne en sortant de la chapelle.
Frère Étienne a tenté de vous persuader, en espérant qu'il aurait plus de chance avec vous qu'avec moi. Il est aussi têtu que sa mule. Je comprends que la reine Yolande ne veuille pas d'autre ambassadeur. C'est moi qui suis allée à lui. Vous? Vous devez obéir à la reine Yolande, ma fille. Comment? Vous voulez que je m'éloigne de vous? Que j'oublie votre fils et le mien? Voilà qui me surprend beaucoup de vous, ma mère. Écoutez-moi. Ni mon fils, ni le vôtre, ni vous, ni moi-même n'avons plus rien au monde puisque le roi nous a tout arraché. Que deviendrons-nous? Nous sommes ici par la charité de Cadet Bernard. Elle ne sera pas éternelle. Et quand elle le serait, elle ne nous rendrait ni notre honneur, ni notre nom. Il faut que vous soyez avec ceux qui renverseront la trémouille. Quand il sera à terre, vous présente, le roi ne pourra vous refuser la grâce d'Arnaud, victime de la cruauté d'un tyran odieux. Et nous retrouverons nos biens et notre dignité. Mais que deviendrez-vous en notre absence? Vous ne pouvez rester seul, Michel et vous, dans cette forteresse sinistre. Je retournerai avec lui à Montsalvi. Nous nous confierons à la garde de l'abbé Bernard qui saura nous défendre. J'élèverai votre fils de mon mieux et je vous jure d'en faire un vrai chevalier. Mais Arnaud? Il saura pourquoi vous êtes parti. Et quand il mesurera votre sacrifice, le temps de votre absence lui paraîtra plus court et il ne vous en aimera que davantage. Pensez bien à tout cela, Catherine. J'ai mis quelque temps à vous considérer comme l'une des nôtres. Je sais aujourd'hui ce que vous valez. Faites votre devoir. En vrai, Montsalvi. Avez-vous réfléchi, Dame Catherine? J'ai déjà enduré tant d'épreuves, mon frère. Partir sur les chemins, courir de nouveaux dangers, en laissant ici tout ce que j'ai de cher au monde, en l'abandonnant, lui, à son malheur. Vous ne l'abandonnez pas. Un amour comme le vôtre est trop fort pour que la distance importe. Je vous l'ai dit, ma fille, vous devez obéir. On ne dit pas non à la reine. Et notre maison vous devra tant si vous réussissez. Et si je ne réussis pas? La Trémouille est un homme dangereux, capable du pire. Voyez ce qu'il a fait d'Arnaud. Alors vous le vengerez. Si quelqu'un est capable de le venger, c'est bien vous. C'est trop exigé de moi d'un seul coup. Accordez-moi quelque temps pour réfléchir, mon frère. Le connétable sera auprès de la reine à Angers au début du mois qui vient. Du conseil qu'il tiendra sortira la décision. Si vous n'y êtes point, et si les conjurés gagnent sans vous la bataille, vous en perdrez tout le bénéfice. Et alors? Noble dame, Qu'avez-vous, Kennedy? une troupe armée nombreuse vient d'arriver au pied de la forteresse. Ils nous ont expédié ce carreau d'arbalète, avec un message pour Dame Catherine de Montsalvi. Rodrigue de Villandrado. Qu'est-ce qu'il veut? Une autre vue. Avec toi? Oui. Envoie-le au diable. La prudence exige que vous preniez d'abord connaissance de ses intentions. Des intentions? Quelles peuvent être les intentions du chacal de Castille? Si l'on dévorait tout ce qui lui tombera sous la dent. Au diable, vous dis-je! Au diable, si tu veux, mais pas sans l'avoir entendu. C'est le premier principe de la diplomatie. Vous avez raison. Capitaine, faites-le venir ici. À vos ordres, madame.
m'avez fort vanté votre grâce, comtesse. Mais vous étiez loin de la vérité, mon frère. La découverte que je fais ce soir ne rend mon ambassade que plus douce à mon cœur. Si ces beaux yeux, pareils à 2 étoiles brillant dans le ciel pur de la Sierra, veulent bien considérer avec faveur l'esclave qui se prosterne à vos pieds d'albâtre, le bonheur du paradis sera peu de chose auprès de celui que connaîtra la reine de mon âme. Mais sire, nous autres gens du Nord sommes peu accoutumés à des discours aussi relevés. Aussi vous prierai-je de m'exposer clairement et en peu de mots le but de votre ambassade. Jusqu'ici, je dois avouer qu'il m'échappe. J'obéis à l'instant, belle comtesse. Le bruit de votre malheur a traversé la montagne pour venir jusqu'à moi. Je suis un hidalgo. Et j'ai pensé aussitôt que vous ne pouviez demeurer plus longtemps sans défenseur. C'est pourquoi moi, Rodrigue de Villandrade, comte de Ribadeo, seigneur de Pusignan et de Talmont, je mets à vos pieds tous mes titres et mes biens. Vous êtes veuve et belle. Je suis libre, riche et puissant. Je vais donc vous épouser. Pardon? Comment? Plaît-il? J'ai mal compris, sans doute. Encore une fois. Vous allez? Vous épouser. Vous aurez en moi le meilleur des époux et votre fils le meilleur des pères. Mais sire, je n'ai qu'un seul époux. Arnaud de Montsalvi. Il est mort. Il est vivant! Et il vivra aussi longtemps qu'il me restera un souffle de vie. Décidément, belle dame, je crois que vous avez raison. Je me fais mal entendre. Et au contraire, seigneur Ribaud de Ribadeo, on vous a un peu trop entendu. Faites taire cette insolente comtesse, sinon je le ferai beaucoup souffrir. Non, mais... Laissez donc Messire Rodrigue aller au bout de son discours. Il allait dire quelque chose de très intéressant, j'en suis persuadé. Soit. Parlez. Merci. La main que je réclame, charmante comtesse, vous devez me la donner. C'est un ordre. Un ordre? Et de qui, s'il vous plaît? Mais du roi Charles. Sur les représentations de son grand chambellan, le noble Georges de la Trémouille, notre sire veut bien oublier tous vos torts et ceux de feu votre époux, à la condition que vous deveniez ma femme. Capitaine, faites jeter dehors sur le champ cet impudent coquin. Messire Kennedy, je tiens sur vos murailles 2000 hommes prêts à tout, et capables de tenir le siège une année s'il le faut. Hors d'ici, capitaine. Vous m'avez bien entendu, Kennedy? Madame a dit hors d'ici. Est-ce que vous êtes sourd? Depuis que je suis en France, j'ai remarqué que les relations entre les hommes et les femmes étaient beaucoup plus compliquées que chez nous autres Espagnols. Je vous offre mon cœur et mon bras. Vous les refusez. C'est bien. Que cette nuit et les suivantes vous portent conseil. Je reste à portée de voix. Si vous changez d'avis, vous n'aurez qu'à m'appeler. Sans adieu. N'est-il pas grand temps d'abattre celui qui mène toute cette meute, Dame Catherine?
Dieu vous garde, Catherine. Revenez vite. Nous vous attendrons. Vous rentrez à Carla, capitaine? Le train est forcé. J'avoue que je vous aurais bien accompagné sur les bords de la Loire. J'aurais bien aimé être les vôtres le jour où vous tiendrez la témoigne. Bonne route. Je vous accompagne. Qu'il vous garde aussi, mon bon Kennedy. Adieu, capitaine. Et n'oubliez pas, si on vous interroge, vous avez vu personne. Compris? Voilà! Y a personne dans cette auberge? Y a quelqu'un? Noble dame, très révérend père, seigneur, auriez-vous l'intention de loger dans mon malheureux établissement? Malheureux? Mais l'auberge du Noir Sarrazin passe pour la meilleure d'Aubusson. Oh, nous ne sommes plus que l'ombre de ce que nous étions jadis, mon père. Eh ben, on se contentera de l'ombre du moment qu'il y a un coin pour allonger nos os, une écuelle à vider et une cruche à confesser. Après toi, Tino, bien entendu. Je peux vous offrir une pauvre soupe de maigres légumes, du pain noir et du vin clairé. Assez pleuré, mon ami. Mettez nos chevaux à l'écurie. Débrouillez-vous pour les nourrir comme il faut et veillez à nous donner le nécessaire pour la nuit. Bien, madame. Oui, bien. le coup de la pauvre soupe. Tous les gargotiers la font, mon joli, depuis le début de la guerre, pour augmenter leur prix. Alors, comme cette guerre dure depuis 100 ans, il serait peut-être temps de changer de refrain, non? Le patron de l'auberge m'a l'air aussi franc qu'un écu de Philippe le Bel, hein? Garde-toi de juger les gens sur la mine, mon fils. Oui, je sais encore reconnaître un enfant du bon Dieu d'une bourrique, non? Tous les larrons ne sont pas mauvais. Relis les évangiles. Catherine! Jacques! Catherine de Montsalvi. Jacques, mais quel bonheur! Mais que faites-vous ici? Je rentre d'un long voyage en Orient. Le bruit de votre retour n'était pas encore parvenu jusqu'à moi, maître Cœur. C'est que je suis rentré sans fracas, mon frère. J'avais fondé de grands espoirs sur ce voyage et mes espoirs ont été quelque peu déçus. Mais parlons d'autre chose. Maître Amable a dû vous dire que ses chambres étaient désastreuses et sa cuisine catastrophique. Oh là! Oh, pire encore. Oui, eh ben, il ne dit que la vérité. Il n'a qu'une chambre passable et c'est à moi qu'il l'a donnée. Elle est donc à vous, Catherine. Les chevaux sont à l'écurie. Je suis arrivé à leur trouver la moitié d'une botte de foin et une toute petite mesure d'avoine. Eh ben, c'est parfait, mon ami. Comme ça, on vous donnera un tout petit peu d'argent. Maître Amable, ces voyageurs sont mes amis. J'attends donc que vous les traitiez comme tels. Cette noble dame occupera ma chambre. Faites-y porter ses bagages sur le champ et mettez les miens ailleurs. Et ce soir, nous souperons ensemble, en partageant mes victuailles. Allez. Et pour que notre plaisir soit complet, gratifiez-nous d'un beau sourire, je vous prie. Voilà. Oui. Je ne puis vous revoir sans vous trouver plus belle chaque fois, Catherine. Jacques. Allons-nous reprendre la conversation là où nous l'avions laissée? Pourquoi non? Parce que je suis mariée à un homme que j'aime. Que j'ai un fils, que j'aime autant que lui.
que vous allez abandonner encore une fois pour courir l'aventure. Je vais rejoindre ceux qui vont débarrasser le royaume d'un tyran odieux. Je demanderai justice au roi. Et il nous rendra nos terres et notre nom. Et vous irez finir vos jours dans un château fort auvergnat. Vous qui étiez faite pour connaître toutes les merveilles du monde. Ah, Catherine. Vous devriez vivre à Damas, tenez. Tout y est créé pour la beauté des femmes. Les soieries, les parfums, les bijoux, les nourritures les plus exquises. J'espère que vous rapportez toutes ces merveilles. Le roi en est friand et les dames de la cour. Non, ma belle amie, je ne rapporte rien. À mon retour, mon bateau a été pris par la tempête et s'est brisé sur les récifs de la Corse. Tout ce que la mer m'avait laissé, les indigènes m'en ont dépouillé. Je rentre à Bourges complètement ruiné. Ruiné? Mais ce malheur n'a pas l'air de vous bouleverser? Ça n'est pas mon premier désastre, ni le dernier. Je suis toujours là, et bien portant. C'est le principal. Non, je vais chercher quelque argent, emprunter. À mon beau-père, sans doute. Je rachèterai une cargaison et je repartirai. Si j'avais une fortune, j'armerais plusieurs navires. C'est le secret de la réussite en pareille entreprise. Il faut de grosses quantités de marchandises et des risques bien répartis. Tout jouer sur une seule cargaison, c'est trop s'en remettre aux bontés du hasard. Je viens de l'apprendre à mes dépens. Seigneur Dieu, le diamant d'Amaravati. Vous l'avez donc conservé malgré tout? En vendant ce diamant, combien de bateaux pourriez-vous armer? Mais Catherine, il y a dans cette pierre la rançon d'un roi. Débarrassez-moi, Jacques. Le malheur me suit avec elle. Ôtez-lui son pouvoir maléfique en la vendant pour qu'elle serve au bien de tous. Je vous la donne. Non, Catherine. Vous me prêtez l'argent qu'elle représente. Avec cet argent, je lancerai des caravelles. J'établirai des comptoirs en Orient et en Afrique. J'en tirerai richesse et prospérité pour tout le royaume. Je ferai votre fortune avec la mienne. Mais pourquoi faut-il que je parte seul? Partout où je vais depuis toutes ces années, j'emporte votre image avec moi jusqu'au fond des déserts. L'éclat de votre sourire, la douceur de votre regard, le chant de votre voix. Venez, Catherine. Tentons l'aventure ensemble, à nous deux, nous étonnerons la terre. J'ai beaucoup à faire sur cette terre, Jacques, mais sans vous, hélas. Vous dites hélas, donc vous le regrettez. D'une certaine façon, sans doute. La lutte qui m'attend auprès du roi, soyez assurés que je la changerai volontiers contre les chemins de l'Asie et les tempêtes de l'océan. Et je regretterai demain de vous quitter, oui. Alors ne me quittez pas. Je ferai de vous la reine de Damas. Tous les trésors crouleront à vos pieds. Mais non, Jacques. Vous n'êtes pas fait pour vous reposer au pied d'une reine. Que deviendraient vos grands projets qui doivent rendre au royaume richesse et prospérité? Mais vous êtes tous les royaumes, Catherine. Pour vous, je suis prêt à tout abandonner. Même votre épouse et vos enfants? Même eux, oui, je vous le jure. Jacques, nous sommes fous. Mon cœur appartient à Arnaud de Montsalvi pour l'éternité. Je n'ai jamais vécu, respiré, souffert que par lui et pour lui. J'étais à Rouen, dans ses bras, quand le bourreau nous a cousus dans un sac et jetés à la Seine autrefois, après le supplice de Jeanne. Et je suis dans ses bras aujourd'hui, où que j'aille, et quoi qu'il m'advienne. Et aucune force au monde ne peut m'en arracher. Comme j'envie l'homme qui a mérité que vous l'aimiez ainsi.
Cependant, j'échoue dans la tâche que je me suis fixée aujourd'hui. Souvenez-vous de mon fils, mon ami. Sa fortune est entre vos mains. Je ne serai donc jamais votre amant. C'est bien. Venez souper. Nous parlerons affaires. Ma belle associée. Je vais vous raconter comment et à qui je vendrai le diamant d'Amaravati. Et que Dieu soit béni qui vous a mis sur ma route aujourd'hui. Qui va là? Jacques, mais que venez-vous faire ici? Il faut vous lever immédiatement, Catherine. J'ai prévenu déjà frère Étienne et Barnabé, nous devons fuir tous. Mais qu'est-ce qui se passe? L'aubergiste a su, je ne sais comment, que vous transportiez des joyaux. Il est allé chez le prévôt et nous a dénoncés comme voleurs. Mais c'est absurde! Sans doute. En tout cas, quand il est ressorti de chez le prévôt, le sergent qui le raccompagnait lui a dit « Soyez sans crainte, on les prendra au matin avant l'ouverture des portes. » Ça ne vous paraît pas assez clair? Le coquin, il m'a déplu dès que je l'ai vu. Mais comment allons-nous sortir d'Aubusson? J'ai mon idée. Faites vite. Catherine, cette route vous conduira à Angers. Celle-ci me conduira à Clermont, d'où je gagnerai la Provence. Adieu, Catherine. Nous sommes donc condamnés à nous rencontrer au hasard du temps et à nous quitter aussitôt. Adieu, Jacques. J'emporte ce que vous m'avez confié. Sur mon honneur, je vous jure de vous rapporter la fortune. Vous voici enfin, Catherine. Il y a si longtemps que je désirais vous revoir. Faites préparer une chambre pour la comtesse de Montsalvi. Je veux qu'elle demeure au château tant qu'elle restera à Angers. Laissez-moi vous présenter Messire Tristan l'Hermite, qui est l'écuyer du connétable de Richemont, et dont j'apprécie infiniment l'esprit et les conseils. La reine me flatte. Messire Tristan est flamand, donc aussi réservé qu'industrieux, mais c'est un homme que je vous conseille de redouter. Ce qu'il a appris une fois, il s'en souvient sans défaillance. Et ce qu'il juge au premier regard est toujours bien jugé. Le jugement de la reine est meilleur que le mien, car je n'oserais me placer moi-même aussi haut qu'elle m'estime. Allons, allons, j'ai dit que vous étiez réservé, je n'ai pas dit que vous étiez sans orgueil, car je suis persuadée du contraire. Il a précisément l'orgueil qu'il faut à un homme d'État. Le destin aurait été bien inspiré de le placer dans l'entourage du roi au lieu des figures que nous y voyons. Madame, je n'ai d'autre choix que de disparaître à travers le plancher ou de contrefaire le sourd. À votre aise. Causons entre femmes, puisque notre homme n'a plus d'oreilles. Je sais tous vos malheurs, Catherine. Mais si je vous ai envoyé, frère Étienne, ce n'est pas pour vous replacer parmi mes dames de parage et pour pleurer avec vous sur votre sort. L'heure est venue de nous débarrasser du monstre qui est la cause de tous nos maux. Vous en avez trop souffert pour n'être pas des nôtres au moment de la justice. Justice? Il faudrait une justice puissante et généreuse, madame, pour effacer tout ce que nous avons subi. Nous avons été proscrits, poursuivis, traqués comme des criminels.
Tous nos biens sont confisqués. Et nous serions réduits à mendier notre pain si Cadet Bernard n'était venu à notre secours. Mon fils n'a plus de nom. Quant à mon époux, vous savez sans doute. Je sais, Catherine. Frère Étienne m'a dit. Mesurez-vous donc la tâche de la justice. Je ne la crois pas impossible. Nous rendrons au nom de Montsalvi son ancien éclat. Nous restituerons à votre fils tout ce qui lui appartient. J'aimais beaucoup Arnaud de Montsalvi. Ses dehors étaient rudes, mais il avait un des meilleurs cœurs de ce pays. La Trémouille ne s'est pas trompée en choisissant ses victimes, et il mérite d'être vengé comme il convient. Voulez-vous nous y aider? Que la reine dise seulement ce qu'il faut faire, et elle sera obéie sur le champ. J'étais sûre de votre réponse. Et vous, messire Tristan? Pardon, madame? Je n'ai rien entendu. Vous voyez qu'on ne le prend pas facilement en défaut. Nous tiendrons conseil dès demain avec le connétable et avec ceux qu'il a choisis. D'ici là, reposez-vous bien. Je vous ferai porter tout ce dont vous aurez besoin. Messire Tristan, je vous ordonne d'ouvrir vos oreilles. C'est fait, madame. Est-ce une méchante corvée que je vous impose en vous priant d'accompagner la comtesse à ses appartements? Si rude soit la tâche, madame, je saurai m'y plier sans un murmure. Eh bien, voilà un bain qui n'était pas superflu. Toute la poussière des chemins d'Auvergne et du Berry est tombée au fond de ce cuveau. C'est bon. Je ne comprends pas comment tu fais pour résister à l'envie d'un bon bain. Oh, c'est que moi, mon cœur, quand je me baigne, ce n'est pas dans un dé à coudre d'eau tiède au coin d'une chambre close. Ah oui? Et que fais-tu? Ce que je vais faire à présent, attendre le crépuscule, me trouver un coin tranquille sur les bords de la Loire et me mettre à l'eau. Oh, ça t'étonne, ma mignonne? Nous autres filles d'Égypte avons toujours eu du goût pour les eaux vives. On dit même que l'on descend des nymphes du temps passé. Et tu vas aller te baigner dans la Loire? Comme je te le dis. Bien sûr que oui. Je ne veux pas tremper mes habits. Est-ce que tu te baignes tout habillée, toi? Si quelqu'un t'aperçoit. Et alors, si c'est un idiot, il détournera les yeux. Et si c'est un connaisseur, il n'aura pas perdu sa soirée. Oh, bah ça c'est un peu fort. Sortez! Pardon. Mais qui êtes-vous? Mais sortez, malaprès, de vous sourd! Madame. Pas de mais! Hors d'ici! Eh bien, vous, acceptez toutes mes excuses. Et l'assurance de mon admiration sans borne. Avez-vous vu ce campement de bohémiens sous les murs du château, mon cousin? Il y a là de bien jolies petites jeunes filles, avec déjà de la croupe, de la gorge et de ses yeux. Et d'une saleté tout à fait séduisante, en effet, entraînant autour d'elle tous les parfums de l'Arabie. Un bon bain fait des miracles, ma douce amie. Elles dansent comme de vrais succubes, avec des attitudes de buste, des mouvements de reins. Vous ne semblez pas partager mon enthousiasme pour ces charmantes enfants, messire maréchal. Je n'ai approché qu'une bohémienne. Celle qui était l'âme damnée de la comtesse de Montsalvi, j'en ai conservé un souvenir assez funeste pour ne pas souhaiter en côtoyer d'autres. Monseigneur, il y a là un homme qui demande à vous parler au nom d'un certain Amaravati. Amaravati? Grand Dieu. Ce nom a produit sur vous une impression merveilleuse. À qui appartient-il? Quand vous le saurez, mon ange, vous comprendrez mon impatience d'avoir de ces nouvelles.